Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de clôture du projet Culture d'industrie sur sol vivant. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui pour reposer un petit peu le contexte et puis peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins bien le projet. C'est un projet qui a démarré en 2019 et qui s'est terminé officiellement dans l'année 2023. Notamment, une bonne partie du financement venait de France Agrimaire. Et donc, on a fait une journée de clôture plutôt officielle du projet en août dernier. Mais certains des livrables qui n'étaient pas rattachés à France Agrimaire, mais qui étaient quand même partie intégrante du projet, certaines données devaient être récupérées cette année. Soit à l'automne de 2023, soit même sur le début de 2024. Donc, ce webinaire a pour but de vous faire un rapide retour sur la fin du projet et sur tous les objectifs qui ont pu être atteints, etc. Mais aussi de vous présenter ces deux derniers livrables qui sont la dernière synthèse des indices de régénération du projet, pour la campagne 2023, mais aussi le rapport qualité pommes de terre qui a été fait aussi cette année. Ce que je vous propose comme fonctionnement pour les échanges, c'est qu'on garde une dernière demi-heure sur justement les temps d'échange et qu'on déroule du coup la présentation. Moi pour le rapport et pour le projet et mon collègue Pierre qui va vous présenter la synthèse des indices. Soit vous pouvez noter vos questions dans le chat qu'on reprendra à la fin, soit directement, à partir du moment où on est en question-réponse, vous pourrez remettre votre micro, mais je vous laisse du coup couper tous vos micros en attendant la fin de la présentation. Donc juste pour reposer un petit peu le contexte du projet, ce projet majoritairement sur les Hauts-de-France, mais sur le tiers nord de la France, avec aussi certains groupes en Normandie, dans le Loiret et dans la Marne, se développait en quatre axes de travail. Un axe plutôt sur l'accompagnement agronomique qui prenait aussi en compte le fait de faire une mesure sur la ferme du niveau agroécologique, et on en reparlera au moment de la présentation de la synthèse des indices de régénération. Une partie plutôt construction du modèle économique. Un axe de travail aussi sur la mesure des résultats sur la ferme, mais sur le point de vue de la création de la valeur pour l'agriculteur et puis pour les filières. C'est dans cet axe de travail-là que s'inscrivait le rapport qu'on va vous présenter sur la qualité nutritionnelle de la pomme de terre. Et enfin, un axe de diffusion et de communication de ce qui a été fait dans le projet pour valoriser l'évolution de pratique des agriculteurs qui étaient engagés et aussi le travail qui a été fait par les partenaires filières. Donc sur le volet agronomique, on avait évidemment des objectifs à la fois sur la partie agronomique bien sûr, mais aussi des objectifs environnementaux. Vous avez un résumé de tous les résultats du projet, mais ici je vais vous faire un petit focus sur le livret technique qui a déjà été diffusé aux partenaires du projet et qui fera donc partie de la présentation et que vous pourrez retrouver aussi sur le site de Pour une agriculture du vivant. On a aussi eu quatre synthèses des indices de régénération, donc une par campagne culturale. Je vais vous présenter donc la dernière, mais de la même façon, vous pouvez retrouver les trois autres en ligne. Issus des nombreux essais au champ qui ont été faits dans le projet et encadrés d'ailleurs par les animateurs, ont été rédigés par les agriculteurs une trentaine de Rex Agri, donc de retours d'expérience agriculteurs, que vous pouvez retrouver sur la plateforme agroécologie.org. Voilà. Et pour un dernier objectif qui n'avait pas été atteint en 2022, pardon, mais qui a bien été atteint en 2023, tous les agriculteurs du projet sont arrivés en fin de projet à avoir un indice de régénération supérieur à 40
tous. Et donc, s'ils font déjà partie d'une filière ou s'ils souhaitent en faire partie, ils ont donc accès aux filières agroécologiques avec prime en atteignant ce seuil. Donc, petit focus rapide sur le livret technique, qui est un des gros livrables du volet agronomique, qui a donc été diffusé cette année. C'est en fait le condensé de toutes les formations qui ont été suivies à la fois par les agriculteurs, mais aussi par les techniciens, animateurs et experts partenaires du projet. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir diffuser un peu plus largement ce qui a été vu par les petits groupes régionaux d'agriculteurs. Donc vous y retrouvez à la fois les bases de l'agroécologie, donc un début plutôt pour remettre en perspective qu'est-ce que c'est l'indice de régénération, sur quoi ça se base, quels sont les indicateurs, et voilà la base de ce qu'on travaille dans le cadre du projet. Ensuite, la synthèse de toutes les formations, comme je vous le disais, qui ont été réalisées. Un mode d'emploi également pour réaliser son IR et bien comprendre ce qui est issu de l'IR, mais aussi pour réussir à travailler sur certains aspects de son indice de régénération, notamment pour corriger les déséquilibres chimiques et biologiques. Une fiche carbone en fin de livret. On n'en reparlera pas plus en détail aujourd'hui, mais il y a une étude qui a été faite sur le lien entre le niveau agroécologique et le carbone. Et donc cette fiche est un condensé assez bref des apprentissages sur cette thématique-là. Et enfin, quelques témoignages d'agriculteurs suite à leurs essais chez eux, mais aussi à leur changement de pratique plus systémique. Sur le volet économique maintenant, plusieurs grands livrables ont été réalisés tout au long du projet. Certains qui sont déjà disponibles depuis 1 ou 2 ans, comme les synthèses technico-économiques de la transition. Donc il y en a eu deux, une synthèse betterave et une synthèse pomme de terre. Mais aussi 3 outils de modélisation économique, des coûts de production à la fois à l'échelle de la ferme et à une échelle plus large. Donc là aussi, vous pouvez les retrouver ou me les redemander si besoin. Mais en tout cas, un gros objectif atteint quand même en fin de projet. Ce sont le nombre de contrats qui ont été signés à l'issue des échanges entre les partenaires et les agriculteurs. Donc on a atteint 59 contrats agroécologiques avec prime en fin de projet. Donc en 2023, peut-être même qu'il y en a un peu plus aujourd'hui, confondus betteraves et pommes de terre. Et au niveau des filières qui ont été créées, donc filières agroécologiques, on a 5 filières qui sont déjà opérationnelles et une qui est en cours de finalisation. Sur le volet plutôt R&D cette fois, 3 études ont été réalisées dans le cadre du projet, des études assez différentes et qui permettent de mettre en lumière la valorisation qui peut être faite des pratiques agroécologiques. Une première sur la corrélation entre le niveau agroécologique mesuré par l'indice de régénération et l'affichage environnemental Planet Score, que vous pourrez retrouver en ligne également. Le rapport entre Liette, le niveau... Oui. excuse-moi, est-ce que tu peux juste accepter les autres participants? Il y en a peut-être, on peut pas le faire, nous, on n'est pas administrateur. Ah, vous Oui, il y pouvez en a pas pas me... mal, il y en a plusieurs qui patientent apparemment. Oups. Ah oui, alors ça va être compliqué. Merci de m'avoir prévenu. Bon, et ben j'essaye de garder un œil. N'hésite pas, Pierre, à me redire s'il y en a d'autres dans la salle d'attente. Donc, pour le sujet du carbone, donc je vous en parlais juste avant, en plus de la fiche carbone que vous pouvez retrouver dans le livret technique, vous avez également un webinaire qui est en ligne, toujours disponible sur le site de Pour une agriculture du vivant. Et enfin, aujourd'hui, je vais vous présenter ce dernier livrable R&D sur l'impact des pratiques agroécologiques sur la qualité de la pomme de terre, à la fois qualité nutritionnelle, technologique et performance.
Sur le quatrième et dernier volet du projet, volet communication, de même, il y a eu beaucoup de livrables, mais j'aimerais attirer votre attention sur les deux livrables que vous avez là devant vous. On a eu 8 vidéos qui ont été réalisées, dont 4 d'entre elles sont des témoignages directs du terrain avec des agriculteurs qui expliquent les essais qu'ils ont mis en place et l'effet que ça va avoir sur leur performance agronomique et même un peu au-delà. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos soit sur le site, sur la chaîne YouTube de Pour une agriculture du vivant, soit dans les ressources techniques du projet CISV sur le site de Pour une agriculture du vivant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a également des retours d'expérience d'agriculteurs directement issus de leurs essais. Pierre, je te laisse présenter la synthèse. C'est parti, ouais. Pardon, mon micro était coupé. Tu me dis quand C'est tu bon. veux que je tourne les diapos, hein. Oui, ça marche. Eh bien, tu peux y aller. Super. Donc, je vais vous présenter là, on va avoir 20 minutes, une petite demi-heure là pour présenter les IR, la synthèse des indices de régénération de 2023. Le score moyen sur l'année 2023, la campagne 2023, est de 67 points sur 100. Vous avez à droite le score par agriculteur, donc une barre représente un agriculteur et vous avez les quatre principales catégories de l'indice de régénération qui sont représentées par les couleurs, donc le sol, la partie plante, paysage et formation. Pour information, ça représente 51 agriculteurs sur la campagne 2023. Donc on a une évolution par rapport à 2022 de 9 points, on a une moyenne qui est 9 points supérieure à 2022. Et on a cette année 100% des agriculteurs qui sont au-dessus du seuil de 40 sur 100, dont parlait Juliette. Donc on a cet objectif de début de projet qui est bien atteint. Et on peut noter par ailleurs que les trois quarts des agriculteurs ont même plus de 60 sur 100. Donc on représente vraiment un groupe d'agriculteurs qui est plutôt assez avancé, voire très avancé pour la plupart dans leur transition. Je te laisse passer, Julie. Yes. Vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires tout de suite. Je vais passer chaque grand indicateur un peu plus précis sur chaque grand indicateur. On commence sur la partie couverture du sol. Donc, on est sur des taux de couverture qui sont globalement très élevés. La moyenne sur la totalité des agriculteurs est de 90% de couverture. Sachant qu'il y en a en gros à peu près 60% qui sont supérieurs à 90% au seuil haut de cet indicateur. On peut voir sur le graphique de gauche que les agriculteurs, globalement, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur transition, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur indice de régénération, le taux de couverture augmente également. Ça, on l'explique de deux façons. D'une part, on a du travail du sol plus léger, notamment en été et au moment du semis des cultures d'automne. Donc, le sol reste couvert plus longtemps avec des résidus. Et la deuxième raison qui doit être la principale, c'est le fait que les couverts végétaux sont gardés plus longtemps au printemps, avant les cultures légumières d'industrie ou les cultures de printemps cultivées par les agriculteurs. On a également j'ai remis ici, puis je vous ferai un petit point à la fin. On a une évolution de ce taux de couverture depuis le début du projet, donc 2020, d'à peu près 5%, donc c'est une assez légère augmentation. Et ce que je vous ai mis à droite, c'est le détail par culture. Donc vous avez le taux de couverture tout à droite, et puis à gauche de la culture, vous avez le nombre de parcelles concernées par cette culture. Donc vous voyez bien la représentativité des taux de couverture, hein. Par exemple, le tournesol, on n'a que 6 parcelles, donc c'est pas forcément une culture très représentée.
Ce qui est intéressant à noter sur ce graphique, c'est que même des cultures comme la pomme de terre, la betterave, le lin, enfin des cultures d'industrie qui sont assez délicates à implanter, on a quand même des taux de couverture qui sont assez élevés, hein, 85% pour la pomme de terre, 93% pour la betterave, 91% pour le lin. Donc ça représente, j'ai calculé 85% de taux de couverture sur une pomme de terre. Ça veut dire qu'entre la récolte du blé qui précède la pomme de terre la récolte de la pomme de terre, il y a à peu près que 2 mois de sol nu, qui sont en général les 2 mois avant la plantation de la pomme de terre. Mais et pour la betterave, c'est un peu moins d'1 mois, donc voilà, c'est quand même des systèmes, des itinéraires sur lesquels le sol est très peu nu, notamment en hiver, ce qui est intéressant pour les aspects d'érosion notamment. Je te laisse passer, Juliette. Donc sur le travail du sol, donc logiquement, alors pour commencer le travail du sol léger, donc toutes les opérations de travail du sol léger qu'on appelle TCS léger et semi-direct. Donc c'est du travail du sol à moins de 10 cm ou une absence de travail du sol pour le semi-direct. Ça représente un peu moins de 60% du travail du sol réalisé sur le tourbillon, sur toutes les parcelles. Ouais, je réponds à ta question, Simon. Le taux de couverture, il correspond bien enfin, pour nous, le taux de couverture, sa définition, c'est le sol couvert par des résidus ou des plantes vivantes. Donc, ça comprend également les résidus les chaumes de céréales, les résidus de couverts quand ils ne sont pas enfouis. Ça reste des parcelles qui restent couvertes. On pourra y revenir si besoin. Donc sur la partie travail du sol, voilà un peu moins de 60% des parcelles qui sont avec des travaux du sol réduits. Et non, Marie, la différence n'est pas faite du tout entre la partie résidu et végétal vivant. On a l'information, mais c'est vrai, je l'ai pas détaillé ici. Sur le travail du sol, logiquement, au cours de la transition, on a une nette réduction du travail du sol. On voit que les agriculteurs qui sont en dessous de 60 sur 100 ont 70% de leur surface avec des travaux de sol lourd ou du labour. Et plus on avance dans la transition, plus cette part est réduite. Et si on compare, je ne vous l'ai pas mis ici parce que ce n'est pas forcément flagrant. J'ai regardé sur l'historique, hein, sur la quantité moyenne de travail du sol lourd sur les 3 dernières années. Et il n'y a pas d'évolution majeure. On va dire sur la moyenne de l'échantillon, ça n'a pas bougé beaucoup. Donc, je ne les ai pas mis le détail ici. Ce qui est intéressant, j'ai mis le détail sur la pomme de terre et la betterave qui nous intéressent particulièrement sur le projet. Et dans le groupe en 2023, on a quand même 3/4 des pommes de terre qui sont faites sans labour. Donc ça montre voilà, vraiment une démarche de progression sur cet aspect-là. Et sur la betterave, ça va plus loin. Pour des raisons évidentes que la betterave on n'a pas besoin de former des buts, donc le travail du sol est forcément plus léger, mais on a quand même 40% des agriculteurs qui font du travail du sol assez léger. Donc TCS léger, c'est un travail du sol à moins de 10 cm. Donc on a quand même un bel effort sur cette culture-là. Et vous voyez, il y a 3% des betteraves qui sont cultivées en semi-direct. Et donc pour nous, le semi-direct, ça va représenter le strip-till principalement sur la culture de betterave. Donc voilà, c'est vraiment des cultures qui sont travaillées. Donc sur la partie restitution de carbone, donc ça c'est un indicateur qui est assez intéressant. Ça concerne, juste pour rappel, et vous avez le détail sur le graphique de gauche, on comptabilise tout simplement toutes les restitutions de carbone, donc de matière organique au sol. Et donc elles peuvent venir de quatre sources, des résidus de culture, des résidus de couvert, des effluents, des amendements organiques, et un petit peu sur la partie pluriannuelle ou prairie, s'il y a des prairies qui sont cultivées sur les exploitations. Donc on a une quantité moyenne de carbone
de 4,4 tonnes à l'hectare. Donc ça, c'est vraiment la quantité restituée, hein, c'est pas du tout du stockage de carbone, faut pas confondre. Euh, donc ça se situe à peu près au milieu de la zone de notre seuil haut et de notre seuil bas pour l'attribution des points sur l'indice de régénération. Mais c'est plutôt des restitutions qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Tous les agriculteurs sont au-dessus du seuil bas de 2,5 tonnes par hectare. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt des bons résultats. Euh, L'évolution, la quantité moyenne de carbone restitué évolue assez peu au cours de la transition. Par contre, ce qui est assez intéressant, et vous le voyez sur le graphique de droite, si vous faites la somme de toutes les barres, ça évolue assez peu en moyenne. Vous voyez que la partie entrée de carbone par les cultures est assez, est pas forcément liée au niveau d'indice de régénération. Euh, ça s'explique par plusieurs raisons. Ça va s'expliquer par comme par exemple les cultures céréalières vont restituer beaucoup de biomasse, les cultures légumières moins. Et ben, tout simplement la répartition de la surface de la ferme avec des cultures céréalières, plus elle est élevée, plus forcément les entrées de carbone par les résidus sera élevée. Et puis ça peut dépendre aussi des zones et des rendements des cultures céréalières qui vont forcément impacter le niveau de restitution en paille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la barre bleue qui représente les entrées de carbone par les couverts et qui, elle, pour le coup, augmente, qui passe de 0,6-0,7 tonnes par hectare à un peu plus d'une tonne par hectare pour la partie pour les agriculteurs les plus avancés. Donc ça montre un réel travail sur cette partie des couverts. Et pour information, j'ai regardé, c'est surtout dû au fait que ces agriculteurs qui sont plus avancés ont une stratégie de couvrir, de faire des couverts sur les intercultures courtes, celles qui font celles entre deux céréales, par exemple, qui font 3 ou 4 mois, qui vont être couvertes, alors que pour les agriculteurs débutants, ils ne couvrent que les intercultures. Ils ne font des couverts que sur les intercultures longues, entre une culture d'automne et une culture de printemps. Et pour répondre à la question sur les restitutions de carbone, on utilise les ABAC du modèle Simeo-CMG pour estimer les restitutions de carbone par les cultures. Et pour la partie couvert, c'est tout simplement une estimation de biomasse des couverts qui nous permet d'estimer cette restitution. Et dernier point là-dessus, il y a une évolution assez faible de restitution entre le début du projet et la fin du projet. 0,5 tonnes par hectare, donc ça a légèrement évolué, mais on reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Je te laisse avancer si tu peux, Juliette. Donc, dans l'indice de régénération, on évalue également l'utilisation de l'azote minéral. Donc, en fait, on valorise les agriculteurs qui utilisent soit des amendements organiques ou des légumineuses sur leur surface. Donc, vous voyez sur le graphique de droite, donc c'est des pourcentages de surface, les pourcents que vous voyez. Si je prends la barre de gauche des indices de régénération entre 40 et 50, vous avez 64% des parcelles qui sont cultivées et fertilisées seulement avec de l'azote minéral. Vous avez 34% qui sont cultivées qui sont fertilisées avec de l'azote minéral et une autre forme d'azote. L'autre forme, ça peut être une légumineuse dans un couvert, par exemple, ou un amendement organique. Et tout en haut, en vert, vous avez les surfaces qui reçoivent aucun azote minéral. Donc, ça peut être des surfaces de légumineuses ou des surfaces de culture qui n'ont pas besoin d'azote ou qui sont fertilisées avec seulement des amendements organiques. Donc, vous voyez quand même ce qui est intéressant. Vous avez globalement, plus on avance dans la transition, plus les agriculteurs font attention à l'utilisation de l'azote minéral et ils apportent d'autres sources d'azote. Ça peut être, j'ai pas mis le détail ici parce que c'est pas forcément, ça va être très dépendant de la stratégie de l'agriculteur et notamment de sa capacité à trouver des amendements organiques proches de chez lui. Il y a quelques agriculteurs qui sont éleveurs, alors évidemment, même s'ils ne sont pas forcément avancés dans leur transition, ils ont déjà des stratégies d'apport d'amendements organiques. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que plus on avance dans la transition, moins il y a de parcelles qui sont seulement fertilisées avec de l'azote minéral.
On a également là pour le coup plutôt une belle évolution entre le début du projet et la fin du projet. On a 14% de parcelles en plus qui ont été de surface en plus qui reçoivent d'autres formes d'azote que l'azote minéral. Et donc voilà, globalement, ça traduit une transition d'apport de fertilisation uniquement minérale vers l'intégration d'autres sources organiques euh, qui sont voilà, des effluents des légumineuses, que ce soit en culture ou dans les couverts. Je te laisse avancer, Juliette. Donc sur la partie stratégie phytosanitaire, donc on regarde, voilà, je vous ai mis, on regarde les IFT, donc on sépare les IFT herbicides et hors herbicides. Et donc on fait tout simplement l'écart à la moyenne régionale. Donc si vous voyez le plus 70% en IFT herbicide, ça veut dire que les agriculteurs du projet en moyenne sont à 70% au-dessus de la moyenne régionale. Et pour la partie hors herbicide, ils sont à moins 22% de la moyenne régionale. Vous voyez, je vous ai mis entre parenthèses juste après ces valeurs-là, qu'au début du projet, on était beaucoup plus élevé en IFT herbicide et également en IFT hors herbicide. Et vous voyez, j'ai mis le détail à droite alors, sur la base de données régionale, c'est issu des enquêtes pratiques culturales. Donc, les données, si vous les connaissez, mais c'est les mêmes références que sur HVE. Donc, c'est des références qui datent un petit peu aujourd'hui, puisque c'est l'enquête 2017. Et on attend depuis un an là, les nouvelles références pour mettre à jour ces références, mais on ne les a pas encore. Ce qui peut aussi expliquer le fait que les agriculteurs soient tous au-dessus de la référence régionale. Si on regarde l'herbicide, les FT herbicides, quel que soit le niveau d'avancée dans la transition, on est au-dessus de la référence. Et ça s'explique par le fait que globalement, on a eu des augmentations d'IFT liées à des histoires d'homologation et de doses qui n'ont pas forcément bougé, mais comme les doses homologuées diminuent, artificiellement l'IFT va augmenter. Donc on suppose qu'avec des références plus actualisées, on serait un petit peu moins élevé qu'ici. Par contre, il n'empêche qu'il reste un travail à faire sur la partie herbicide, puisque vous voyez que les agriculteurs les plus avancés ont quand même des niveaux d'herbicide, d'IFT plus élevés. En revanche, sur la partie hors herbicide, on voit nettement que les agriculteurs qui avancent dans leur transition sont en nette diminution. Donc là, on est sur 2023, j'ai parmi les chiffres, hein, je note bien le fait que les IFT hors herbicide, notamment la partie fongicide, dépend beaucoup de l'année. Et ça, on le voit quand même tous les ans, que les IFT hors herbicide sont réduits. C'est dû à l'utilisation de produits de substitution ou de pratiques agronomiques pour réduire l'utilisation de fongicides, même si évidemment il reste des impasses sur certaines cultures, sur certaines années compliquées, on va être obligé d'en utiliser. Et sur la partie herbicide, globalement, la réduction du travail du sol peut entraîner à des problèmes de gestion du salissement. C'est pour ça qu'il faut vraiment valoriser les pratiques agronomiques qui vont permettre de réduire ce salissement, donc des aspects de rotation de culture, d'apporter des couverts qui soient le plus denses possible pour gérer le salissement pendant l'interculture, etc., etc. Et globalement, ce qu'on voit depuis quelques années aussi, on voit apparaître avec des interdictions de certaines matières actives, des problèmes de gestion du salissement généralisés, quels que soient les systèmes. On voit ce problème arriver de plus en plus dans les campagnes. Donc voilà ce que je peux dire sur la partie phytosanitaire. Et donc,
On vous a pas mis de détails sur la partie biodiversité, notamment, mais je peux répondre aux questions si vous en avez. Ce qui est à noter sur la progression au cours du projet, j'ai repris la moyenne entre 2020 et 2023, donc on a une augmentation de 5 points sur l'indice de régénération, sachant qu'entre-temps, il y a eu des départs et des arrivées dans le projet, donc ça reste à prendre en compte. Euh, on a quand même des agriculteurs qui, globalement, ont augmenté leur score au cours du projet, en tout cas, ceux qui sont restés du début à la fin. On a vraiment un travail qui a été fait sur la réduction du travail du sol, et y compris sur les cultures d'industrie qui sont réputées comme les plus compliquées à faire évoluer sur cet aspect-là. Et je vous ai montré les résultats sur la partie travail du sol en pommes de terre, en betterave. On a quand même une très belle dynamique sur ces sujets-là, même s'il reste encore des choses à faire et des choses à tester. Euh, Sur la partie de le taux de couverture, donc vous l'avez expliqué déjà, hein, une hausse de 5%, qui reste voilà, une hausse assez légère, mais qui traduit bien voilà, le travail qui a été fait sur la partie couverture du sol durant l'hiver et le plus longtemps au printemps, avant les cultures de printemps. Et sur la partie restitution de carbone, je redétaille pas ici, mais voilà, je vous l'ai dit, il y a une légère augmentation des restitutions. Et ça fait le lien avec un des freins qui reste à lever. Aujourd'hui, on a peu d'agriculteurs qui arrivent à dépasser le seuil haut de l'indice de régénération, euh, qui est de 6 tonnes par hectare. Donc ça, c'est principalement dû au fait que dans les zones concernées par le projet, on a assez peu de disponibilité en matière organique, en amendement organique, parce que l'élevage n'est pas forcément présent dans toutes les zones. Et en parallèle, les couverts végétaux ont été bien travaillés, je vous l'ai dit, ils apportent de plus en plus de biomasse au sol, mais ça reste insuffisant, on va dire, si on veut atteindre ces niveaux élevés de matière organique. On a identifié là en fin de projet, chez plusieurs agriculteurs, un retour du travail du sol ponctuel. Donc ça peut être dû à différentes raisons. On a des problématiques de salissement, comme je vous l'ai dit, qui revient, enfin qui arrive en tout cas. Et donc les agriculteurs et notamment certains pionniers sont revenus un petit peu plus à du travail du sol à certains moments de leur rotation, pour essayer de gérer au mieux ce salissement. Et en parallèle, on a aussi des agriculteurs qui reviennent un petit peu à du travail de restructuration des sols, parce que ça a parfois été oublié chez des agriculteurs qui sont passés rapidement à du travail du sol très réduit, sans résoudre les problèmes de structure en amont et les structures du sol, voilà, qui étaient parfois, on retrouvait des semelles de travail du sol plus anciens, et donc il y a ce travail de restructuration qui peut être fait, et qui n'était pas forcément fait jusqu'à présent. C'est à noter aussi, on a regardé un petit peu, on a un tiers des couverts qui reste monospécifique, donc généralement de la moutarde. Donc ça peut être quelque chose à continuer à travailler pour avoir des couverts les plus diversifiés possibles, en tout cas avec plusieurs espèces. Et on estime que le coût de diversification d'un couvert, ça va coûter à peu près 50 euros en plus par hectare. Donc ça représente quand même des coûts d'investissement si les surfaces sont élevées en couvert assez importants. Et puis, le dernier point, je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'il reste un travail à faire sur la réduction des herbicides. Donc il y a plusieurs choses potentiellement sur certains moments de la rotation qui sont opportuns, revenir à un petit peu de travail du sol. Ou alors, et en parallèle, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle sur ce point-là, activer tous les leviers agronomiques possibles. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être
la densification des couverts végétaux, plus de plantes par mètre carré pour concurrencer mieux les adventices. Ça va être la rotation, qui est un critère, un levier assez important. Euh, voilà, il y en a d'autres aussi, d'intégrer dans la rotation des cultures qui sont étouffantes, que ce soit des cultures à pluriannuelles ou des cultures annuelles comme du sarrasin ou du seigle qui sont intéressantes sur cet aspect-là. Par contre, il y a la question du débouché de ces cultures-là pour pouvoir les valoriser économiquement, parce qu'il y a peu de filières existantes sur ces cultures-là. Donc voilà, dans les grandes lignes, la synthèse, vous avez plus de détails de toute façon dans la synthèse écrite qu'on vous a transmise. Juliette, tu veux qu'on réponde tout de suite aux quelques questions là Bah peut-être, Ouais. si tu préfères, on peut le faire maintenant. Il y avait une question sur les taupins. Est-ce que parmi les agriculteurs engagés dans le projet, il y en a beaucoup qui ont été touchés par les attaques de taupins sur les pommes de terre? Alors, Je... Ouais, vas-y. bah alors j'avoue que moi je suis arrivée il y a un an et qu'on n'a pas fait de suivi du topin très précis tout au long du projet. Donc j'ai eu vent de dégâts de topin effectivement sur la pomme de terre, mais on n'a pas à ma connaissance, de statistiques là-dessus dans le cadre du projet. Donc assez difficile de répondre quelque chose de solide. Ouais, même chose, pas de statistiques. Ça reste une problématique qui peut monter sur ces systèmes-là. Donc ça reste à surveiller. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que tous les agriculteurs qui sont dans ces pratiques-là n'ont pas de problème. Et parfois, on voit des problèmes sur des agriculteurs qui ont des pratiques plus conventionnelles. Donc, il y a pas que enfin, il y a pas que la réduction du travail du sol ou l'intensification des couverts qui entre en jeu là-dedans. Et puis après, on a des leviers un petit peu agronomiques pour y pallier. Et en effet, Benoît, il y a aussi des problèmes de limaces qu'il faut gérer, bien avec les systèmes en travail du sol superficiel. Ça, c'est vraiment plutôt lié au système semi-direct pur, la partie limace. Dès qu'on a un petit peu de travail du sol superficiel, on arrive à gérer la pression plutôt bien. Je remonte un petit peu sur le fil. On a une question, je ne pense pas qu'on y ait répondu. Serait-il possible de croiser ces deux notions, espèce et pourcentage d'IR? Justement, ça fait partie des indicateurs qu'on n'a pas là sur la présentation, mais on peut effectivement répondre à ça. On a un indicateur dans l'indice de régénération qui est la diversité cultivée, qui prend en compte à la fois les cultures de vente et les couverts, les espèces en couvert. Je peux Je ne vous sais pas si donner, tu as ouais, le je peux chiffre en vous donner tête, quelques Pierre. chiffres. Ouais, ouais. Euh, la moyenne globale là, sur le projet, c'est 14 espèces cultivées, donc comprenant les espèces de couverts et les cultures. Euh, et en gros, quand on est en dessous de 60% sur l'IR, les agriculteurs sont entre 10 et 12 espèces. Et les agriculteurs qui sont entre 70 et 90, la moyenne est plutôt à 17-18 espèces. Donc on a Excusez-moi, répondu. ma question, elle peut se porter aussi sur la répartition des types de travail du sol, enfin sur parce qu'il y avait un Oui, graphique qui présentait les classes d'hier et de travail du sol, et de l'autre côté betterave, pommes de terre, mais ouais. il n'y avait pas de croisement entre les deux. Oui, j'entends, oui. Dans le sens où peut-être que les agriculteurs qui sont plus avancés ont moins de culture d'industrie, ce qui participerait à la réduction du travail du sol. Oui, j'ai pas croisé les données comme ça. Je voudrais que je le fasse pour vous donner une Ça, réponse. on l'avait vérifié hein, dans le cadre des travaux qui ont suivi cette Précédent. CISV dans le projet Covalo. L'assolement moyen, il varie extrêmement peu. On n'a pas de changement majeur de l'assolement au cours de la transition. Et notamment, la part des céréales à paille reste remarquablement constante, autour de 40-45%. Et la part des légumes et des cultures d'industrie également varie très peu. On n'a pas remarqué en tout cas d'effet fort là-dessus.
Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions un petit peu intermédiaires. Je vous propose qu'on passe au rapport qualité pommes de terre et en fin de session, comme je vous disais, on aura du temps pour les échanges. Donc, pas de problème pour continuer à mettre vos questions dans le chat ou les garder pour la fin. Donc, sur ce dernier livrable, recherche et développement, le rapport qualité pommes de terre, qui est issu en fait d'une étude préliminaire sur un petit échantillon d'agriculteurs dans le Nord et la Somme. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'identifier des premières tendances sur ce petit échantillon donc d'impact des pratiques agroécologiques sur la qualité de la pomme de terre, mais au sens assez large. On avait envie de tester justement à la fois les aspects de performance agronomique et de performance de rendement, de calibre de la pomme de terre, mais aussi l'aspect présentation, qualité de peau, de voir si par exemple la réduction de travail du sol avait un impact qu'on pouvait quantifier sur la difformité, etc. Aussi de tester la qualité technologique des pommes de terre, de voir quel impact ça pourrait avoir dans un outil industriel. Et pour ça, on a testé une palette, une dizaine d'indicateurs sur cette partie-là aussi. Et enfin, d'identifier potentiellement des améliorations ou pas sur la qualité nutritionnelle des tubercules via une mesure des minéraux, des vitamines et aussi sur la teneur en nitrate des tubercules après arrachage. En ce qui concerne le cadre de cette étude-là, donc c'était un prélèvement sur 20 fermes avec des duos pionniers, donc avancés dans leur transition et conventionnels plus classiques. Évidemment, au sein d'un même couple, comme on avait choisi de travailler uniquement sur l'impact des pratiques, on a choisi de rester sur une variété constante. Donc, chaque couple avait une variété qui était la même. Et enfin, pour éviter au plus possible d'avoir un impact du type de sol, les parcelles choisies étaient voisines, donc concomitantes ou très très proches l'une de l'autre pour pouvoir tester ça. Donc pour que vous ayez bien en tête, hein, c'est, je le répète, une étude préliminaire avec donc 10 couples lesquels on a fait 4 prélèvements par parcelle. Donc en tout, on avait 80 échantillons en fin de prélèvement. En ce qui concerne les résultats, donc ce que vous avez à l'écran, c'est l'ensemble des résultats et l'ensemble des indicateurs d'ailleurs qu'on a analysés lors de cette étude. C'est des indicateurs qu'on a choisis en amont et qu'on a fait aussi valider ou retravailler par les partenaires techniques du projet, notamment par Arvalis pour qu'on puisse voilà, éviter au plus possible de perdre de l'information ou de choisir un indicateur de la mauvaise façon. On a remarqué assez peu d'impact des pratiques sur la qualité de la pomme de terre. On a finalement que 3 indicateurs qui sont revenus avec des différences significatives entre la modalité agroécologique et la modalité conventionnelle, qui sont les dégâts dus à la d'arthrose, la teneur en fer et la teneur en protéines, mais j'y reviens plus en détail juste après. Donc, sur une première partie plutôt performance et présentation des tubercules. Donc, comme je vous le disais, on n'a rien de significatif sur le rendement. On remarque que l'écart moyen est presque à 5 tonnes hectares de différence, mais finalement, quand on regarde l'écart médian, pardon, il est beaucoup plus faible et c'est notamment dû à quelques résultats assez aberrants qu'on a eu dans l'analyse. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, sur le petit graphique qu'on a mis, il y a certains binômes où il y avait une grosse différence alors qu'on la retrouvait pas du tout sur les autres. Donc voilà, rien de significatif sur le rendement.
Sur la présentation, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, très peu d'écart aussi, y compris concernant les difformités ou la gale. En revanche, effectivement, on a remarqué un petit écart sur la darthrose, donc qui était de 20 à 40 fois plus importante sur les modalités agroécologiques. On a identifié de potentielles causes à ça. D'abord, le fait que l'azote apporté soit davantage organique que sur une parcelle conventionnelle classique. Et aussi le fait que il peut ici y avoir des différences en fait dans les programmes fongicides tout simplement qui pourraient avoir favorisé le développement de la darthrose. Juliette, Cependant, oui. excuse-moi, est-ce que tu peux réintégrer Benoît? Il a été Ah, déconnecté. Oui, alors. pendant que tu le fais, juste correction, enfin vous l'aurez vu sur la diapositive, c'est pas 20 à 40 fois plus important, c'est bien 20 à 40% de Ah plus oui, d'attente. merci. Il fait quand même une petite différence. Merci Léa d'avoir corrigé ça. Oui, tout à fait, c'est ce 20%, pas 20 fois. Merci. Et en plus du fait que ce soit moins élevé que ce que je vous ai dit, important à signaler aussi, à dire d'experts, j'ai envie de dire aussi, ces données, elles sont à mettre au regard des conditions d'échantillonnage, de prélèvement et à des données qu'on n'a pas forcément collectées, pardon. Notamment le fait qu'on n'ait pas fait de suivi des plans au moment du défanage et en amont pour vérifier voilà l'état de maturité des plants et pouvoir se rendre compte potentiellement d'un écart qui pourrait avoir qui pourrait amener à des grosses différences au niveau de la darthrose. De plus, on avait bien intégré au protocole le fait de faire attention aux dates de défanage, mais on aurait dû être encore plus précis là-dessus et noter en fait le nombre de jours de décalage qu'il pouvait y avoir entre le conventionnel et l'agroécologie. Et enfin, le suivi du plan de traitement et notamment du programme fongicide aurait pu nous permettre d'identifier des molécules différentes entre les individus du couple et donc potentiellement, comme je vous le disais, d'identifier des causes de cette différence. Donc voilà, c'est des données qui, à notre sens, pour des études plus poussées, sur le sujet devrait être collecté pour pouvoir avoir des résultats plus fiables. Concernant la qualité nutritionnelle, là encore, assez peu d'impact des pratiques sur le tubercule. Pas de significativité pour tous les minéraux mesurés, hormis le fer, avec une teneur en fer 10% plus élevée en agroécologie. De même pour les causes, ce sont des hypothèses, mais on pourrait se dire que le choix des sources d'amendement aurait un impact là-dessus, sur le fer présent et l'absorption de ce fer. Et aussi le fait que la réduction des nitrates du fait des pratiques et donc au sein du sol pourrait avoir un effet acidifiant et donc permettre une absorption du fer plus importante. Donc deux hypothèses là-dessus. Et pour ce qui est des vitamines, de même, il n'y a pas de différence significative notée. Pour la dernière partie, plutôt sur l'impact sur la capacité de transformation de ces pommes de terre et notamment les réactions à la cuisson. On a eu des protéines un peu plus importantes au sein des échantillons agroécologiques, 10% plus élevés. Là aussi, les causes identifiées sont la fertilisation, donc une fertilisation plutôt azotée organique que minérale qui pourrait avoir un impact là-dessus. Et aussi, on y revient, la différence de maturité au moment du défanage. Là encore, pour une étude plus poussée là-dessus, ce sont des données qu'il faudrait collecter. Et pour tous Et les ce qui autres serait indicateurs. cohérent, juste pour Oui. compléter ce que vient de dire Juliette, ce serait cohérent avec l'hypothèse qu'on formule sur la darthrose, puisque si effectivement sur les binômes conventionnels,
il y avait un peu plus de sénescence des plants au moment du défanage sur la partie agroécologique de chaque binôme. Ça peut expliquer à la fois le fait qu'il y ait des teneurs en protéines un peu plus élevées, puisque la migration s'est faite un peu davantage vers le tubercule que sur les parties conventionnelles, et expliquer aussi potentiellement les atteintes d'arthrose un peu plus importantes. Donc clairement, ce côté observation de l'état de sénescence ou du fait que en conventionnel, on serait peut-être plus vert, enfin, on aurait défané à un moment où les plants étaient plus verts, semble vraiment être quelque chose d'assez clé à collecter pour de prochaines études. Donc, en conclusion sur cette étude préliminaire, comme je vous l'ai dit, l'impact des pratiques agroécologiques, le fait de réduire le travail du sol, le fait de couvrir davantage le sol aurait assez peu, voire pas, d'effet sur la qualité de la pomme de terre. Donc, on a quand même sur la performance agronomique et la présentation, on a quand même 10 indicateurs, dont 9 qui n'ont aucune significativité, ce qui est finalement plutôt positif. On aurait pu s'attendre à ce que l'impact soit négatif sur le rendement, les difformités ou encore la gale, et ce n'était pas le cas. Donc, la seule tendance à vérifier, à confirmer, c'est cette fameuse tendance à l'augmentation des dégâts de la d'arthrose. Donc à creuser dans de futures études. Sur la partie technologique, une tendance à l'augmentation de la teneur en protéines, mais a priori pas d'impact sur son utilisation ou son passage dans des outils industriels. Et sur la partie nutritionnelle, avec cette tendance à en faire légèrement supérieure, on s'est posé la question de l'impact que ça pourrait avoir sur son noircissement au moment de la cuisson. Impact qui semble déjà assez faible, qui en plus peut être facilement diminué via l'utilisation d'acide citrique ou d'acide ascorbique qui permet de contrer cet effet noircissant. Donc la question c'est quelle suite donner à cette étude euh, assez en surface pour le moment. L'intérêt de creuser ces sujets, je pense, est quand même présent, mais il faudrait effectivement des études approfondies, voire même des thèses comme ce qui est fait actuellement chez Pour une agriculture du vivant par Clara sur le blé tendre. Peut-être une thèse équivalente sur l'impact des pratiques, mais sur la pomme de terre cette fois. De tels projets ont déjà été mentionnés au sein du mouvement, donc on peut tout à fait en discuter après si les concernés veulent en parler. Et un autre sujet qui pourrait être creusé, c'est que comme je vous le disais, on a choisi de travailler à variété constante pour que les résultats puissent être plus facilement reliés à l'impact et qu'on ne parte pas, qu'on ne parte pas sur d'autres sujets. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'approfondir également, de tester justement au contraire de l'impact des variétés sur la qualité nutritionnelle. Pourquoi pas rechercher s'il est possible de valoriser ce type d'augmentation de la qualité nutritionnelle, sachant que, et vous avez également les détails dans le rapport, les allégations sont assez hautes par rapport aux quantités contenues en nutriments par les pommes de terre, donc à voir si on peut vraiment espérer valoriser ça. En tout cas, une des possibilités, c'est d'y travailler ensemble au sein du mouvement, entre acteurs de ces filières et producteurs de plants, par exemple. Ça pourrait être un sujet de travail ensemble. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, alors je vois qu'il y en a déjà dans le chat, et si vous voulez évidemment réactiver votre micro pour poser des questions à l'oral, c'est bienvenu également. Donc Marie qui nous dit, même si ce ne sont que 3 indicateurs, c'est encourageant, surtout que le projet a été de courte durée, tout à fait. Pour le faire, peut-être des sols moins aérés, moins oxydés, donc avec davantage de fer réduit. Et donc du fer plus assimilable, Francis, effectivement, c'est fort possible.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rapport ou même sur la synthèse d'ailleurs, si vous n'avez pas eu le temps de la poser tout à l'heure? Eh bien non, on ne dirait pas. Eh bien, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Comme vous l'avez vu, c'était une conférence, un webinaire qui était enregistré. Donc, je vous transmettrai assez vite le lien pour revisionner, si vous le souhaitez, cet enregistrement ou pouvoir le communiquer à d'autres, si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon après-midi.